suis Élodie de l'association Vivre Ensemble et je suis aujourd'hui avec ma collègue Giada qui est aussi en ligne et on travaille pour le projet du comptoir des médias. Donc c'est un projet d'action et de sensibilisation aux questions d'asile et de migration destiné aux médias romans. Et dans le cadre de ce projet, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'organiser des séances d'information brèves et en ligne qui traitent vraiment de sujets d'actualité afin de permettre le dialogue entre différents mondes, donc entre le monde des médias, la recherche scientifique et aussi les professionnels du terrain. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est ensuite associé au NCCI On the Move, qui est le pôle de recherche national sur la migration et la mobilité, afin de vous présenter ces points presse migration. Donc aujourd'hui, c'est la seconde édition. Il y a l'enregistrement du premier qui est disponible si jamais déjà sur YouTube et sur notre site. Et je vais tout de suite laisser la parole du coup à Marie Vieumier, qui est journaliste parlementaire pour les radios régionales romandes et qui va modérer la discussion d'aujourd'hui. Merci. Voilà, alors bonjour tout le monde. Donc comme dit, moi je suis journaliste donc à Berne pour les radios régionales romandes, donc les radios privées de Suisse romande. Et ça fait des années que je traite aussi de sujets d'asile, donc c'est vrai que ça m'intéresse particulièrement. C'est pour ça que j'étais d'accord d'animer ces points presse migration. L'hébergement des requérants d'asile, c'est un sujet un peu chaud, hein, en tout cas au niveau national, avec le refus au Parlement de ce crédit pour les villages de conteneurs. Et puis maintenant, la demande qui a été faite au canton de mettre à disposition des places dans des abris PC. Donc, je pense que voilà, c'est un sujet qui va revenir, surtout qu'on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation des arrivées de requérants d'asile. En tout cas, le SEM s'attend à ça ces prochains mois. Nous avons, en fait, on va d'abord commencer avec une présentation de nos deux experts. Ils vont chacun faire une courte présentation pour vous donner un peu de contexte et puis un peu aussi vous dire dans quoi est-ce qu'ils sont spécialisés. Donc, nos deux experts aujourd'hui, c'est Sophia Ahmadzoug, responsable de la protection juridique chez Caritas Suisse, et Robin Stunzi, chercheur en droit d'immigration au NCCR On the Move, qui est le pôle de recherche national sur la migration et la mobilité. Et puis, après leur courte présentation, vous pourrez donc poser des questions comme vous voulez, finalement, jusque vers 13 heures environ. Des questions soit en levant la main virtuelle là en bas de l'écran, vous pouvez appuyer sur la main, ou bien en écrivant vos questions directement dans le chat. Je donne du coup directement la parole pour commencer à Robin Stunzi. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, la question de l'hébergement des demandeurs d'asile pourrait faire l'actualité cet automne et surtout en période d'élection fédérale. Et j'aimerais juste peut-être prendre quelques minutes au début pour élargir un peu la focale, mettre cette question un peu en perspective historique, peut-être pour mieux éclairer un peu les enjeux d'aujourd'hui. Et peut-être par rappeler que le système qu'on a aujourd'hui, avec ces centres d'enregistrement, puis après une répartition vers les cantons, c'est un héritage des années 80, parce qu'avant ça, en fait, il y avait une époque où les demandeurs d'asile, ils pouvaient s'établir librement sur le territoire suisse au début des années 80, et ça a été vu comme un problème, parce qu'ils tendaient assez naturellement à se concentrer vers certains endroits, et en particulier des centres urbains. Et au début des années 80, toute une série d'acteurs ont commencé à voir cette concentration comme le risque, comme amenant un risque de la formation de ghettos. Et il y avait aussi la solidarité cantonale qui était mise en jeu, parce qu'évidemment, il y avait certains cantons qui supportaient une grosse partie de l'accueil, de l'hébergement de ces personnes. À la fin des années 80, on met en place ce système de centres d'enregistrement à proximité des frontières, et en fait, il fonctionne un peu comme une porte d'entrée. On oblige en fait les demandeurs d'asile à passer par ces centres pour s'identifier, les enregistrer, les contrôler, et puis après les répartir dans les cantons selon une clé de répartition qui est plus ou moins proportionnelle à leur population. Et en fait, pendant toutes ces années, après, ça a fonctionné bon an, mal an, et la restructuration du domaine de l'asile, qui est entrée en vigueur en 2019, c'est ici, on essaye de mener, en fait, en gros, la majeure partie de la procédure dans les centres qui sont possédés par la Confédération. L'objectif étant toujours, comme d'habitude, d'accélérer le traitement des demandes d'asile en regroupant dans une même structure toutes les différentes composantes du processus, dont l'hébergement, les fonctionnaires du SEM, les œuvres d'entraide, l'assistance juridique, etc. Et donc, on va augmenter la capacité des places d'hébergement. Mais ça, peut-être Sophia pourra en parler mieux que moi. Mais en général, je dirais que derrière la question de l'hébergement des demandeurs d'asile,
il y a toute une série d'autres problématiques qui interviennent et ça éclaire toute une série de tensions. J'en vois en tout cas 3, après il y en a probablement d'autres. Mais il y a déjà, premièrement, la question de héberger des personnes dont la qualité de réfugié n'a pas encore été reconnue. En fait, ils sont en procédure et qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Ça, c'est une vraie question. Quelle communauté politique, en fait, est responsable, en fait, pour les héberger, pour les assister? Ça, c'est une vraie question politique. Et en fait, il y a une tentation dans les discours, mais aussi chez les politiques et chez toute une série d'acteurs, un espèce de fantasme d'examiner, de traiter leurs demandes d'asile dans une sorte de vestibule de l'État-nation, de ne pas les faire entrer parce qu'en fait, on ne veut pas qu'ils s'intègrent trop pendant qu'ils sont en procédure. Et là, Lucas, je te demanderais peut-être de partager l'image que j'ai. J'ai toujours trouvé intéressant cette image qui était utilisée par le SEM avant en fait que soit mise en place la nouvelle restructuration du domaine de l'asile. En fait, il y a un peu cette image-là de personnes qui arrivent dans une jolie petite maison suisse et ils sont un peu hors sol, comme ça. On ne sait pas exactement où ils sont, mais après, ben, ils seront distribués soit vers une procédure Dublin, soit vers un renvoi, enfin vers une procédure accélérée, ou soit après dans la procédure étendue vers les cantons. Mais il y a comme ça un peu cette espèce d'idées qui sont hors sol, personne vraiment en traite. Et d'ailleurs, il y a plein de fantasmes, justement, j'appelle ça des fantasmes, de vouloir traiter ces questions d'asile et les héberger, donc ces personnes, à l'extérieur. Il y a plein de gens qui demandent de l'externaliser, toute cette procédure dans d'autres pays ou autres, etc. Ça arrive de façon récurrente. On peut enlever l'image, mais du coup, pour revenir sur cette question, en gros, bah, qui est responsable de leur hébergement et de leur encadrement? Et surtout, bah, maintenant, on revient en Suisse dans une structure hyper décentralisée avec les cantons, la confédération et les communes. Et en fait, au fil du temps, il y a eu un va-et-vient comme ça entre qui a été responsable pour leur hébergement, etc. Mais quand même, il y a une tendance depuis quand même pas mal d'années maintenant pour essayer de donner la majeure partie de l'hébergement, de traiter le plus vite possible dans les structures de la confédération avant qu'ils arrivent dans les cantons. Il y a un troisième aspect que je vois qui est aussi important et qui est une vraie question, qui est un vrai problème, c'est la fluctuation des demandes d'asile et comment anticiper, parce qu'en fait, le nombre de demandes d'asile, évidemment, il dépend de facteurs qui sont complètement extérieurs à ce qui se passe en Suisse. C'est des enjeux géopolitiques qui nous dépassent généralement. Et du coup, bah, dans ces conditions, le défi auquel sont confrontées les autorités et les gens qui sont responsables de l'hébergement consiste à mettre en adéquation, dans un temps très court, les structures et les arrivées. Et en gros, on est toujours en train de faire des plans d'urgence pour coup qui serait soudain d'arriver, on peut y revenir là-dessus, ou alors dans des moments de calme, de fermer des structures. Et là, on a toujours ce défi parce qu'en fait, bah, il faut aussi voir que ça a un coût. Et du coup, après, la question qui est posée, c'est comment on va faire concrètement pour héberger des gens qui sont des êtres humains avec des droits, des besoins, et les mettre en adéquation avec la matérialité aussi des infrastructures des communes, parce qu'effectivement, ils arrivent dans des communautés politiques avec d'autres, des citoyens, des résidents, qui ont aussi des besoins, des droits, etc. Et du coup, pour moi, une grosse partie de la question est là à faire avec ces trois aspects, et ça, je reste très général, après on peut aller plus dans les détails retraite, l'évolution de cette question en fait de l'hébergement des demandes d'asile sur ces 40 dernières années. Merci Robin. Donc je passe maintenant la parole à Sophia Mazoug, qui est responsable de la protection juridique chez Caritas Suisse, je rappelle. Merci beaucoup. Je vais me permettre de déjà partager mon écran pour que vous puissiez avoir accès aux quelques slides. Je voulais juste me redire si vous voyez le slide.
Oui, très bien. Parfait, merci beaucoup. Alors, comme indiqué, je m'appelle Sophia Amazoug. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je suis la responsable de la protection juridique Caritas Suisse des requérants d'asile hébergés en Suisse romande. Donc déjà, là, je vais mettre un petit bémol puisque j'explique toujours de manière simple et un peu vulgarisée que notre mission, notre mandat est d'accompagner, de conseiller et de représenter juridiquement les requérants d'asile qui sont hébergés dans les centres fédéraux de Suisse romande. Mais en réalité, vous allez voir avec ma petite présentation et puis par le biais de vos questions par la suite que ce n'est pas tout à fait juste. Nos mandants sont hébergés bien évidemment dans les centres fédéraux de Suisse romande, mais pas que. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu cette restructuration du domaine de l'asile. En 2019, une nouvelle loi est entrée en vigueur et a apporté une accélération de la procédure d'asile. Le pendant de cette accélération a été l'instauration d'un juriste dès le début de la procédure du requérant. Avant cette restructuration, les requérants d'asile n'étaient pas accompagnés par un juriste dans leur procédure d'asile. Et quand ils recevaient une décision, ils couraient, entre guillemets, comme je l'explique, auprès d'un bureau de consultation juridique pour pouvoir avoir des conseils sur cette décision et éventuellement interjeter un recours. Là, en l'occurrence, avec cette accélération de la procédure, vraiment pour faire en sorte que le requérant puisse être accompagné et avoir une procédure équitable, il y a eu cette instauration d'un juriste dès le début. Pour faire court, la Suisse a été divisée en 6 régions bien distinctes et dans chacune de ces régions, tout le monde est sous le même toit. C'est une règle, un principe qui a été beaucoup mis en avant, la règle de tous sous le même toit. Je vais m'expliquer. Vous voyez bien là sur la carte que la Suisse est divisée en 6 régions de domaine d'asile et la région suisse romande est en jaune. Et dans cette région suisse romande, il y a des centres fédéraux pour requérants d'asile. J'ai sciemment pris la carte de 2021. Il y a une nouvelle carte sur le site du SEM qui date de janvier 2023, qui est à jour. Mais j'ai sciemment pris la carte de 2021 pour vous montrer ce qui était prévu dans la planification au niveau des hébergements dans les centres fédéraux à cette époque-là et vous montrer maintenant qu'en est-il réellement, puisque c'est vrai que cette règle de tous sous le même toit, c'est un réel défi à mettre en œuvre au quotidien pour les autorités et ça a un impact bien évidemment sur les requérants et également sur nous, représentants juridiques, qui devons justement les rencontrer quotidiennement, les représenter et les conseiller, être à leur disposition. Donc là, vous voyez sur cette carte que pour la région suisse romande, je me permets, je vais vraiment parler que de la région suisse romande, je suis spécialisée là-dedans, pour les autres régions, c'est vraiment différent. Donc nous, Caritas Suisse, nous travaillons dans le centre de Boudry, qui est le centre avec tâches procédurales. Ça signifie, de manière très vulgarisée, que c'est là que se joue le nerf de la guerre, entre guillemets. Les procédures d'asile ont lieu en principe ici. Il y a également d'autres centres qui existaient et qui existent toujours, qui sont des centres dits sans tâches procédurales. Cela signifiait que les requérants effectuaient leur procédure d'asile à Boudry, puis ensuite ils devaient être transférés dans un centre sans tâche procédurale, Vallorbe, canton de Vaud, Giffers, canton de Fribourg. Et dans ces centres, ils devaient soit attendre leur décision, positive ou négative, ou alors attendre l'exécution du renvoi, si bien évidemment la décision était négative. Il y avait également de prévu l'aéroport de Genève, qui lui aussi est un centre avec tâche procédurale. C'est ce que j'appelle une procédure accélérée dans la procédure accélérée. Bien avant l'instauration de la nouvelle procédure d'asile, les délais étaient très courts à l'aéroport de Genève et donc nous avons également le mandat là-bas. Et puis sur le territoire de la Suisse romande, il y a également le centre Les Verrières, mais qui est un centre pour toutes les régions. C'est ce qu'on appelle le centre spécifique pour les requérants dits récalcitrants. Si un requérant ne respecte pas à plusieurs reprises les règlements du centre, il peut être assigné à ce centre Les Verrières. Donc, c'est ce qui était là prévu en 2021 et c'est ce qu'il y avait en 2021. Ensuite, s'est passé beaucoup de choses et je dirais, par exemple, un principe même de la nouvelle procédure d'asile est que l'hébergement des requérants d'asile ne doit pas dépasser les 140 jours dans un centre fédéral. Alors, c'était justement dans ce souci d'accélération de la procédure. Les autorités ont ce délai de 140 jours. Ils ne doivent pas rendre une décision dans les 140 jours. Un peu les gens confondent. Mais en fait, c'est le requérant ou la requérante doit être hébergé maximum 140 jours dans un centre fédéral. Et si les 140 jours sont dépassés, alors là, il y a une attribution au canton.
Et en fonction du stade de la procédure, je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous pouvons rester mandataires. Ce qui fait que déjà, on voit que ce principe de tous sous le même toit n'est pas respectable en tout temps, puisque s'il y a dépassement des 140 jours, dans certains cas, le requérant peut être attribué, je ne sais pas moi, en valet, et nous restons mandataires. Ensuite, il y a eu, vous le savez toutes et tous, un Covid qui est passé par là, avec les règles de distanciation sociale, avec des frontières qui étaient fermées et également des transferts vers des États européens qui n'ont pas pu être exécutés, ce qui a fait que pour certains cas, la Suisse est devenue compétente pour l'examen de la demande d'asile de certains requérants, ce qui a fait que certains requérants sont restés en Suisse et n'ont pas pu être transférés dans d'autres États, ce qui a ajouté un défi dans l'hébergement. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine qui a éclaté et justement, ces Ukrainiens ou autres ressortissants qui fuyaient la guerre là-bas ont pu venir en Suisse pour demander un statut S. Et enfin, je dirais que tous ces éléments-là ont créé des pics d'augmentation au niveau du taux d'occupation, ce qui a fait qu'il y a eu plusieurs conséquences. Je vous ai déjà donné l'une d'entre elles, l'attribution au canton, mais il y a eu également l'ouverture de casernes militaires et de halles satellites. La première est celle des Rochas. Le centre des Rochas, c'est une caserne militaire qui avait déjà été ouverte en 2015 lors de la crise syrienne, comme on l'appelait. Et là, actuellement, elle a été ouverte dans un premier temps pour les ressortissants ukrainiens ou autres personnes fuyant la guerre en Ukraine. Et petit à petit, maintenant, ça a été modifié. C'est devenu un centre sans tâches procédurales comme Valorbe et Gifers, qui est encore ouvert, sauf erreur de ma part. Je ne suis pas la reine des chiffres. Je suis vraiment quelqu'un qui travaille plus avec les humains plutôt qu'avec les chiffres. Et il me semble que les Rochas, a priori, seraient ouverts encore jusqu'à la fin de l'année 2024, mais je ne veux pas dire d'erreur. Donc, nous avons justement ce nouveau centre qui a ouvert. Puis nous avons la caserne de Bure qui a ouvert. C'est des halles satellites, mais également des casernes militaires dans lesquelles des requérants d'asile sont hébergés. Vous voyez que je l'ai mis dans une autre couleur, non pas en bleu comme les centres sans tâches procédurales, mais en rouge, puisqu'en réalité, ces casernes et halles satellites ils logent des requérants et des requérantes qui sont en attente de leur procédure d'asile. Ça signifie que dans le concept, il n'y a pas de présence de représentation juridique. C'est vraiment des personnes qui attendent une dizaine de jours qu'il y ait de la place à Boudry, à Gifers ou à Valorbe pour pouvoir revenir et que leur procédure commence. La même chose pour Chamblon. Chamblon a ouvert à cette période également. Moudon également. Donc, en principe, c'était Boudry, Valorbe, Gifers, je le rappelle, et entre-temps, on a eu tous ces centres qui sont ouverts. Et puis également, depuis février de cette année, nous avons la caserne militaire de la Poya, qui a été réaffectée en centre provisoire pour requérants d'asile. Actuellement, je crois, jusqu'à encore quelques mois, mais c'est encore en discussion, justement, puisque comme on vous l'a expliqué, il y a actuellement des discussions pour savoir comment héberger les requérants d'asile par la suite. Et donc, la caserne La Poya est actuellement un centre fédéral dans lequel les requérants attendent leur décision ou l'exécution de leur renvoi, mais il y a également une partie centre cantonal. Donc vraiment, vous voyez là qu'il était prévu que tout le monde était sous le même toit. Et puis d'un coup, nous avons l'instauration de casernes et de halles militaires dans lesquelles tout le monde n'est plus sous le même toit. Les requérants, ils sont sans représentation juridique, sans conseil, ce qui n'est pas du tout prévu de base, mais en attente de leur procédure, parce qu'en fait, ils attendent simplement. Et nous avons, à cela s'ajoute, en octobre et en novembre 2022, on a eu les mesures d'accélération de la procédure. Et là, on a bien vu qu'en Suisse romande, plus de 800 requérants d'asile ont été attribués de manière anticipée dans les cantons. Je vais arrêter le partage, excusez-moi. Hop. Donc, nous avons vraiment 800 requérants pour la Suisse romande, je précise bien, qui ont été attribués dans les cantons de Suisse romande dans l'attente du commencement de leur procédure d'asile également, puisqu'il y a eu ce pic d'augmentation du taux d'occupation dans les centres fédéraux, ce qui a fait qu'actuellement, nous avons des requérants d'asile qui, sous le coup de la restructuration, devaient être tous sous le même toit pour une accélération de leur procédure, mais qui sont en réalité actuellement un peu tous éparpillés en Suisse romande. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Sophia. On peut passer aux questions. Alors, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire dans le chat.
On a une question qui nous est parvenue à l'avance de la part de Suisse Info qui demande où en est-on au niveau des capacités d'hébergement et comment faire face aux nouvelles arrivées? Je vous laisse, s'il y en a un des deux qui veut, ou les deux, répondre à ça. Alors comme je disais, je me permets, puis, si tu souhaites, compléter. Je suis pas quelqu'un des chiffres, hein, vraiment. Moi, mon travail, c'est avec les requérants d'asile au quotidien. Alors effectivement, on travaille dans les centres, mais ces chiffres-là, nous les avons pas réellement. C'est plus les autorités qui ont ces chiffres-là. Je pense peut-être que c'est même disponible, sur internet, mais je dirais que, actuellement, on voit bien, comme je vous l'ai montré, qu'il y a eu ces ouvertures des centres. Il y a eu cette demande, comme on l'a expliqué au début, de conteneurs village qui a été refusée, ces abris PC qui sont encore en attente, mais on a également les militaires qui doivent encore se positionner par rapport à l'ouverture éventuellement d'autres casernes. Donc, il y a déjà des pistes qui sont sous notre nez, je dirais. Mais je vois aussi que, au fur et à mesure, des halles sont ouvertes sous le joug de la Confédération, sous l'hébergement et l'encadrement de la Confédération. Donc, je vois que c'est anticipé comme ça. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas la réponse concrète à cette question. Disons que moi j'ai les réponses officielles, disons qui sont données par le secrétariat d'État à la migration, et ce qu'on voit actuellement, c'est que si on dit qu'elle a environ 6400 places disponibles dans les centres fédéraux pour requérants d'asile, et il y aurait en tout cas environ 3600, 3700 places mises à disposition par l'armée. Et maintenant, on a encore certains cantons qui promettent 1800 places selon la dernière annonce qui a été faite, je crois, la semaine passée. Environ en totalité maintenant disponibles actuellement. Voilà. Elodie, tu veux prendre la parole? Oui, merci. Juste pour faire un petit complément, on a cherché quelques statistiques justement avec cette question avec Jada. On n'a pas trouvé une réponse exacte à cette question, mais en tout cas quelques données pour les CFA. Donc, il y a eu une question parlementaire à ce sujet-là il n'y a pas longtemps, pardon. Et du coup, on a les statistiques des CFA je pense là, vous devez voir maintenant mon écran, en janvier 2023 et aussi mars 2023. Et en fait, on a calculé les taux d'occupation par centre et ce qu'on voit en fait, c'est que ça varie énormément et du coup, c'est assez compliqué d'avoir une image en fait et de faire des prévisions parce que quand on a un centre qui est plein, donc là, c'est la situation de bouderie. Après, il y a des halles temporaires qui sont ouvertes, comme ça vient d'être expliqué. Donc, bouderie se désemplit, mais après, on voit que c'est Zurich qui a 100% de ses capacités. Donc, voilà, des chiffres à interpréter avec des guillemets parce que c'était des images de janvier et mars 2023, mais c'est en tout cas ce qu'on peut ajouter à ce stade-là. Merci beaucoup. On a une question dans le chat de Pauline qui demande qu'est-ce qui rend ces procédures si longues et en quoi la mesure tous sous le même toit permettrait de les accélérer? Alors, ce qui était prévu, merci beaucoup pour la question déjà. Pour tout sous le même toit, ce qui était vraiment prévu, c'était que, et ce qui est pour certains cas encore d'actualité, hein, c'est que le centre d'hébergement est vraiment au même endroit que les autorités, que la protection juridique. Ce qui fait qu'il y a une libre circulation. Là, actuellement, si vous venez à Bouderie, alors il y a des barrières autour, mais nous qui sommes à l'intérieur du concept comme les requérants d'asile, en fait, les requérants d'asile peuvent venir à la protection juridique Caritas Suisse en tout temps pour poser des questions, n'importe lesquelles, et pour rencontrer leur juriste. C'est ça la grande différence, je dirais, puisque avant on n'avait pas un accès direct aux juristes en tant que tel. Et le SEM est également sur place. Donc, c'est-à-dire que l'autorité qui traite la procédure d'asile et qui est en charge de cette procédure est également sur place, ce qui devait éviter en principe les allers-retours et les transports, puisque auparavant, toutes les auditions se faisaient en principe à Berne et donc les requérants étaient dans toute la Suisse. Donc c'est pour ça que tout sous le même toit devait permettre une meilleure communication, une meilleure collaboration et faire en sorte que le requérant puisse avoir accès à tous les protagonistes du domaine de l'asile qui peuvent justement le conseiller, le représenter, notamment la protection juridique. C'est ce qui était prévu, ce qui a été conçu. Hein.
Ensuite, qu'est-ce qui rend ces procédures si longues? Alors, elles ne sont pas si longues, hein, parce que moi, j'ai pour habitude de dire que quand je travaillais au tribunal administratif fédéral, avant la restructuration du domaine de l'asile, j'ai eu des dossiers où les requérants avaient déposé des demandes d'asile avant que je naisse. Je ne dis pas que c'était le principe, hein, mais il y a eu des cas comme ça, il y en aura toujours. Mais là, vraiment, je dirais que donc on n'est pas sur des procédures d'asile qui durent des années, mais c'est vrai que avec cette nouvelle procédure d'asile, certains requérants peuvent obtenir un statut pour les cas les plus clairs, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, en quelques mois, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il fallait attendre plusieurs années pour avoir la reconnaissance de son statut de réfugié au minimum, alors que là, on a vraiment cette avancée pour certains cas de figure. Pour d'autres, pourquoi la procédure est plus longue? Alors j'ai envie de dire, c'est très particulier en fonction du cas d'espèce. Ça peut être un requérant d'asile qui est malade ou son état de santé nécessite un diagnostic beaucoup plus poussé. Donc à ce moment-là, le SEM ne peut pas rendre une décision dans le cas précis et doit attendre justement que les investigations soient faites. Il peut y avoir également des investigations complémentaires et orientées aux motifs d'asile qui doivent être faites, et c'est vraiment au cas par cas. Mais vraiment, là, on voit bien que ces dernières années, les éléments d'extranéité qui se sont ajoutés, c'est Covid, hein, vraiment, ça a été assez compliqué. Et il y a eu, quand je disais que la Suisse est devenue compétente pour l'examen de la demande d'asile de certains requérants, c'est parce que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a le système Dublin qui fait qu'il y a une répartition des requérants d'asile au sein des États membres du règlement Dublin, peu ou prou Schengen, hein, si je vulgarise. Et en fait, avec la fermeture des frontières, les transferts n'ont pas pu être exécutés parce qu'il y a des délais de transfert à respecter. Si ce délai de transfert n'est pas respecté, la Suisse devient compétente, ce qui a fait que la Suisse a été compétente de cas qui n'étaient pas de son ressort à la base. C'est pour ça que je pense que, mis bout à bout, avec les Ukrainiens qui se sont ajoutés, je dirais, ça a rendu des procédures un peu plus longues, et ce qui fait qu'il y a eu des pics au niveau du taux d'occupation. Robin, tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est très complet. Peut-être juste deux petites remarques. La première, c'est que sur la tendance longue, comme Sophia vient de le dire, on a plutôt une tendance au raccourcissement quand même de la durée des procédures. Si on prend des années 80, voilà, il y a des procédures qui pouvaient durer 10, 15 ans, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose, c'est que si ça prend du temps, c'est aussi inhérent à une procédure d'asile. On va décider sur l'avenir de personnes qui persécutés ou menacés dans leur vie, leur intégrité. Voilà, on a une loi sur l'asile où on a fixé les critères, etc. Mais après, comment les appliquer concrètement, c'est quelque chose. Et réunir justement tous ces documents, éléments qui permettent d'établir la qualité de réfugié, ça reste un défi très très compliqué à relever pour n'importe quelle autorité. Je veux dire, personnellement, j'aimerais pas forcément être à la place de ceux qui décident sur cet avenir-là. Et ça prend du temps. C'est normal que ça prenne aussi du temps. Merci. On a reçu encore une question à l'avance de Laetitia qui dit qu'il est difficile d'accompagner des personnes pour leur insertion sociale et professionnelle s'ils vivent dans des lieux qui sont peu adaptés. Elle demande quelles seraient des alternatives. Donc j'en ai dit des alternatives de lieux peut-être mieux adaptés. Est-ce qu'il y a une réponse? On se dirige pas forcément vers des lieux mieux adaptés pour le moment, il me semble, mais Souvent, on a cette tendance à utiliser des abris PC, ce type d'infrastructures, et qui sont clairement pas adaptés. On est d'accord. J'ai pas forcément de recettes, de solutions à donner sur ce qui pourrait être des lieux plus adaptés. bon, vu qu'on parle des lieux, moi je voulais juste peut-être rebondir. Là, on parle d'abris de protection civile qui vont être mis à disposition des cantons. Est-ce que là, vous avez une position là-dessus sur le fait de loger des requérants d'asile dans des abris de protection civile? Je sais que à l'époque, je crois en 2015, ça avait été assez combattu. Je crois que l'ensemble,
l'ensemble des acteurs qui connaissent ces réalités-là, ils montrent bien que ça a un impact très négatif, non seulement sur la vie des personnes, parce qu'on peut bien s'imaginer que de vivre sans lumière, il y a aussi la question des repères, de vivre sous terre, qui est très difficile à gérer sur une très longue durée, la promiscuité, évidemment, toutes ces questions-là, et outre ma qualité de responsable scientifique du pôle de recherche NCCR on the Move, j'ai aussi des centres et aussi dans ces abris PC, et je me rendais bien compte qu'il y avait beaucoup quand on était dans des structures sous terre. Et du coup, vraiment, déjà pour la question du respect du droit des personnes, c'est clair que c'est moins favorable. Maintenant, il y a aussi la question des coûts. C'est même moins efficace aussi. C'est plus coûteux. Ça demande plus d'infrastructures, plus de ressources en personnel aussi, évidemment, s'il y a ce type de conflit. Donc, je pense que quand même, là, il y a quand même ensemble d'évidence qui montre que aussi bien pour les personnes que pour les autorités, c'est quand même défavorable de faire appel à ce type de structure. Maintenant, les alternatives, c'est clair que c'est difficile à trouver. Mais disons qu'il y a une tendance qui s'est dessinée en Suisse, mais aussi dans certains autres pays, c'est ces approches par conteneurs. C'est des villages de containers, c'est ce que proposait Elisabeth Bonschmidt-Neder en utilisant des terrains de l'armée. Et disons que ce type de structure, il a l'avantage d'être assez amovible, assez flexible, et puis ça permet quand même aux gens de vivre au moins en surface, et avec des infrastructures qui peuvent être adaptées, modulées aux besoins. Donc ça, c'est peut-être, disons que c'est une solution qui a été trouvée dans certains endroits, dans d'autres endroits, et qui éventuellement peut apparaître comme une alternative. On a une question de Marc pour Sophia. Y a-t-il suffisamment de juristes pour garantir la protection juridique des migrants et est-ce que vous cherchez encore du personnel? On t'entend pas, Sophia. Einstein, oui, c'est mieux si je rétablis le son. Donc moi, je vais parler, merci, je vais parler pour la Suisse romande, donc la protection juridique Caritas Suisse. Est-ce qu'il y a suffisamment de juristes pour garantir la protection juridique des migrants? Je vais dire que oui. Oui, puisque nous accompagnons chaque requérant d'asile en audition. Nous traitons les moyens de preuve de chaque requérant d'asile. Alors oui, il peut y avoir une fois un juriste qui est malade et donc on doit le remplacer sur le pied levé. Mais oui, sincèrement, en tant que protection juridique, il y a assez de juristes au sein de la protection juridique. Est-ce qu'on recrute encore du personnel? Alors, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des prévisions du SEM. Je vais être très transparente. On reçoit des prévisions du SEM sur le plus ou moins long terme pour pouvoir justement fluctuer, adapter nos ressources. Et donc, c'est pour ça que dernièrement, on a beaucoup recruté au vu des prévisions qui peuvent s'avérer être fausses, entre guillemets, mais on préfère prévenir que guérir. Donc, on a beaucoup recruté. Et d'ailleurs, les recrutements se terminent cette semaine, si tu veux tout savoir, Marc. Très bien. On a encore une question de Cathy. Est-ce que la révision de la loi a finalement amélioré le déroulement des procédures d'asile ou le contraire? Alors, je vais répondre moi de manière très concrète. Moi, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé au tribunal administratif fédéral avant, donc du côté autorité de recours. Puis, j'ai voulu prendre part à cette procédure d'asile par défi. Je dirais pas que j'étais pour cette procédure d'asile ni contre, mais j'avais envie d'y prendre part pour comprendre vraiment ce nouveau défi que voulait affronter la Suisse. Et puis, j'ai commencé en tant que juriste. Vraiment, en tant que juriste, j'accompagnais les requérants d'asile. Et puis, petit à petit, je suis devenue la responsable de ce mandat. De ce que je vois, mais c'est vraiment mon avis personnel, ça n'engage que moi. Il me semble que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai toujours été très heureuse et j'ai toujours très émue et touchée de voir vraiment que des femmes érythréennes ayant été violées, des personnes, des Érythréens persécutés, des Afghans ayant vécu des choses horribles, des Turcs sous le coup de procédures pénales, reçoivent en 3 ou 4 mois un statut positif. Alors qu'avant, je le voyais pas du tout, ça, c'était plus après des années d'attente, de souffrance, ayant un impact sur la psychologie des personnes.
Après, il y a eu l'apport qui est le représentant juridique qui rencontre le requérant avant son audition, enfin ses auditions, et lui explique toutes les étapes et l'accompagne lors de l'audition, peut poser des questions lors de l'audition, peut faire des remarques, et le garant d'une procédure équitable. Je trouve que c'est un réel apport et une réelle plus-value. Et puis, nous avons ces permanences ouvertes tous les jours sans rendez-vous. Ça veut vraiment dire que le requérant ou la requérante peut venir chez nous pour poser des questions sur tout et n'importe quoi. Aussi dire qu'est-ce qui fait mon juriste, j'ai pas des nouvelles le concernant. Et ça, je trouve que c'est vraiment des plus-values. Alors après, si de manière générale, est-ce que il y a eu un impact positif concret sur toutes les procédures? Je peux pas y répondre. Je pense qu'il faudrait faire une thèse sur le sujet, faire une étude statistique et demander aux requérants avant tout. Mais en tout cas, moi, je vois certaines plus-values. Robin, tu veux réagir aussi? Bon, je pense que c'est déjà assez complet. Et puis, Sophia a une vue bien meilleure que la mienne pour se prononcer là-dessus. Donc, je pense que je peux prendre éventuellement une question de Je vais juste donner Betsy. la parole à Oui, Cynthia qui voulait oui, bien poser sûr. une question. Ah, Par d'accord, rapport pardon, à je ce vois. point. Ah, oui, pardon. Oui, pardon, Cynthia Ruffy pour Watson, vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais déjà savoir qui étaient ces personnes, parce qu'on parle des requérants d'asile. Je veux juste avoir une idée pour savoir de qui on parle. Est-ce que déjà d'où elles viennent en majorité? Est-ce que ce sont plutôt des personnes seules, des hommes seuls, comme on le lit des fois dans plusieurs articles, ou des familles? Et puis faire un lien avec ça pour savoir s'il y a une différence de logement, c'est-à-dire d'endroits où elles sont envoyées. Si par exemple il y a plus de familles dans certains centres d'accueil ou d'autres, et si ce sont des critères liées à la géographie, par exemple, des centres d'accueil, ou tout simplement, voilà, que ça a été décidé que les familles seraient plutôt dans un centre ou dans un autre. Alors j'ai pas les chiffres sur famille homme seul. J'ai nationalité, mais j'ai pas famille homme seul. Mais en tout cas, effectivement, il y a des règles quand même au niveau de l'hébergement ayant trait à la vulnérabilité des personnes. Et donc, c'est vrai qu'il y a des logements spéciaux mineurs non accompagnés qui ne sont évidemment pas mélangés avec les majeurs et qui ont un encadrement et un hébergement spécifique avec des socio-éducateurs. Il y a également un bâtiment personnes vulnérables où il y a des familles, des femmes seules, mais également, si elles le souhaitent, les personnes LGBTQI+. Alors c'est vraiment si elles le souhaitent puisque, on peut être transsexuel mais pas vouloir que d'autres personnes de sa communauté le sachent. Et donc, on ne veut pas aller dans cet hébergement. Donc, c'est vraiment des questions, nous aussi, qui nous tiennent à cœur parce que les conseillers, non pas les juristes, mais qui travaillent au sein de la protection juridique, rencontrent les requérants au tout début, essayent de détecter les personnes particulièrement vulnérables et informent justement le SEM. On envoie directement une information au SEM par rapport à ça, même si ce n'est pas dans le cadre de notre mandat entre guillemets. Alors bien sûr que oui, puisque être une personne particulièrement vulnérable a un impact sur la procédure d'asile et sur éventuellement son statut. Mais je dirais aussi par rapport à l'hébergement, on le transmet histoire que la personne elle puisse être dans un hébergement adapté. Merci. On avait une question de Sophie, si je prends les questions dans l'ordre. Quel est l'impact de cet éparpillement dans les cantons des demandeurs d'asile sur la protection juridique dans la mesure où les délais de recours sont très courts? Alors effectivement, les délais de recours sont très courts et il y a même d'autres délais qui sont encore plus courts. J'ai pour habitude de dire qu'on a un délai de prise de position qui est de 24 heures et dans les 24 heures, il faut dormir. Donc il n'y a pas 24 heures. Mais ce que je dis à tous, c'est qu'on a dû se réinventer, se réadapter, parce qu'on était censé travailler dans les centres fédéraux. Et là, le défi, c'est de travailler avec les cantons francophones, les cantons francophones. Donc, on a réfléchi à déjà des flyers. Les requérants sont tous repartis avec un flyer avec notre numéro. On a dû prendre contact avec tous les services de la population pour savoir où se trouvaient nos mandants, parce que on nous donne l'information selon laquelle le requérant est attribué dans le canton de Genève, par exemple, mais je ne sais pas dans quel foyer. Il en existe beaucoup, des foyers à Genève, donc on a dû justement faire ces nouvelles prises de contact pour savoir où se trouvait le requérant, alors que avant le requérant, on savait qu'il était à Boudry et qu'il était à quelques mètres de nous. On a dû réapprendre à prendre contact avec des foyers cantonaux qu'on ne connaissait pas. Mais on a également, et ça concerne la protection juridique Caritas Suisse de Suisse romande, je ne parle pas pour les autres régions, mais en tout cas, on a mis en place une permanence cantonale, c'est-à-dire qu'on a mis les moyens et les ressources nécessaires pour que les requérants qui ont été attribués dans les cantons puissent avoir accès à la protection juridique,
Donc, ce qui a fait que nous avons par exemple, à l'Hospice Général à Genève, à l'EPER canton de Vaud, nous avons des permanences ouvertes où les requérants peuvent venir sans rendez-vous. Pas tous les jours, hein, c'est certains jours, mais c'est sur le flyer et les BCJ et autres foyers sont au courant, peuvent venir nous voir. Et on a également un numéro d'urgence par téléphone dans lequel ils peuvent nous appeler si ils ne peuvent pas venir sur place. Donc, on a dû se réinventer pour faire en sorte que nous puissions répondre au délai. Puis après, on est des juristes, hein, donc on joue avec la loi. Donc, on demande c'est rare, mais on demande des prolongations de délai si on n'a pas réussi à effectuer la prise de contact en temps utile par rapport à tel ou tel délai donné par le SEM. Ou alors, il y a l'article 32 l'alinéa 2PA qui existe. Hein, le SEM doit prendre en compte tous les éléments, même s'ils paraissent tardifs. Après, pour le délai de recours, il faut savoir que si le délai de recours est trop court, c'est vrai, hein, c'est 5 jours, un délai de recours pour une NEM Dublin ou une non-entrée en matière Dublin, donc c'est vraiment très, très court, mais on arrive à notifier les décisions et je dirais que si un jour il y a un problème ou s'il y a eu des problèmes, on a en tout cas défendu les intérêts de nos mandants en déposant le recours. Robin, tu voulais répondre à une question particulière? Non, je voyais dans l'ordre en fait les questions qui apparaissaient, mais j'avais pas vu qu'il y avait d'autres personnes qui levaient la main. Éventuellement, je crois que il y a une question de Eddie Claude, si je vois l'ordre. Canton, si on tient compte de la facilité d'intégration sociale, et c'est quelque chose dont on a à peu près jamais tenu compte. En fait, la loi sur la Alors, dès qu'on a décidé en fait de répartir les demandeurs d'asile dans les cantons, le seul critère qui a permis de faire des exceptions à ce côté très aléatoire, c'est le principe d'unité de la famille, mais la fonction nucléaire. Et ensuite, toute la question des connaissances linguistiques, toutes les questions justement des possibilités d'intégration au niveau social et économique ne sont généralement pas prises en compte. Hein. Donc, c'est clair. Juste aussi peut-être une précision, et ça, parce que je vois que parmi les participants, il y a aussi des personnes qui sont répondre, compléter les réponses. Donc, si jamais, n'hésitez pas. On a encore une question de Laure qui dit: avec la crise ukrainienne, de nouvelles possibilités de loger les requérants chez des particuliers semblent avoir émergé. Est-ce que ces possibilités pourraient se développer en Suisse comme option de logement supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà? Je pense que c'est une des grandes leçons à tirer de l'accueil des réfugiés ukrainiens, ukrainiennes en particulier, c'est on voit bien que ça peut fonctionner, effectivement, l'hébergement chez les privés. Enfin, un mois après la crise, je crois qu'il y avait des chiffres de Lozère qui étaient sortis qui disaient qu'il y a pratiquement 60% de ces réfugiés qui étaient logés chez des particuliers. Donc, effectivement, je pense que les structures, les modalités qui ont été mises en place par rapport à cet accueil chez les privés pourraient être beaucoup plus, on pourrait avoir des politiques incitatives plus volontaristes, disons, pour aller vers en tout cas une partie de cette solution-là, parce qu'effectivement, on voit bien que ça a beaucoup d'avantages. Hein. On se rend bien compte que ça a beaucoup d'avantages, aussi bien pour les personnes concernées que pour les autorités, que aussi les personnes qui hébergent ce type de requérants d'asile. Maintenant, effectivement, on voit bien que il y a effectivement parmi la population et parmi le discours qui a été véhiculé sur cette migration particulière, eh bien, on a quand même des fois l'impression d'avoir quelque chose d'assez différent, et du coup, on a peut-être un peu moins d'envie chez les privés d'accueillir des demandeurs d'asile qui fuient d'autres conflits et d'autres situations de persécution. Si je peux juste compléter, je suis complètement d'accord avec toi, juste mets un petit bémol. Pour autant qu'il y a un réel suivi qui soit mis en place justement dans ces logements privés ou placements en famille d'accueil, puisqu'il ne faut pas oublier que ce soit un ressortissant ukrainien ou un autre requérant en quête de protection,
Ce sont des personnes qui ont subi des traumatismes, c'est des personnes qui sont particulièrement vulnérables et qui ont besoin d'un réel accompagnement avec des personnes, avec une famille qui peut comprendre ce qu'ils ont vécu ou du moins les accompagner comme il faudrait. Faut vraiment pas oublier ça, hein, parce que c'est un réel métier que de travailler dans l'encadrement de personnes et se dire ah tiens je vais accueillir chez moi un réfugié parce que ça sera une bonne action. C'est un réel accompagnement, c'est pas juste la mise à disposition d'une chambre. Et puis aussi je dirais un suivi mais de protection de ces personnes-là, puisque on n'est pas à l'abri de familles d'accueil maltraitantes ou autres. Alors j'irai pas voilà jusque là, mais je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait un réel suivi si on va vers ce genre de placement. Tout à fait d'accord. Et peut-être encore, j'ajoute une dernière chose, Ouais. c'est qu'il y a fondamentalement une différence de statut aussi qui joue un rôle très important, parce que qu'avec les Ukrainiens, les Ukrainiennes, ils obtenaient tout de suite, automatiquement, un statut qui leur permette de rester en Suisse avec cette protection provisoire, ce système-là qui, bien qu'elle soit nommée provisoire, qui permette en tout cas d'envisager une vie et une intégration sociale et économique immédiate en Suisse, et qui va faciliter évidemment aussi la prise en charge chez des privés, chose que pour les requérants d'asile, comme je l'expliquais au départ, il n'y a pas. Hein. Ils ont des statuts qui sont précaires et on ne sait pas encore jusqu'à la durée de la fin de leur procédure s'ils vont effectivement pouvoir rester ou pas dans l'accueil chez des privés. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions parmi les participants? Oui, Giada? Alors peut-être pour revenir moi j'avais une question par rapport à un rapport qui a été publié récemment par l'OFSP qui parle de la question de la santé, de l'accès à la santé qu'ont les personnes requérantes d'asile, notamment dans les CFA, les centres fédéraux d'asile, qui relèvent plusieurs difficultés, notamment celle par exemple des problématiques de transfert de dossiers d'un centre à l'autre, donc à quel point il y a ces liens entre les centres qui se fait ou si c'est vécu un peu de manière difficile, s'il y a des problématiques particulières. Mais aussi, de manière plus générale, eux, ils soulèvent la question de l'interprétariat pour les questions d'accès à la santé. Et puis là, ça fait un lien aussi avec les logements dans les bunkers. Sophia t'en a parlé, en 2015, il y a eu vraiment des tensions importantes par rapport au fait que les personnes étaient logées sous terre, mais il y a aussi vraiment un milieu médical qui s'est mobilisé pour dénoncer le fait que des personnes qui étaient déjà qui avaient été vulnérabilisées par des parcours, qui ont des problématiques traumatiques, se trouvent vraiment dans des difficultés et une santé qui s'empire, le fait d'être logé sous terre, comme disait Robin aussi. Donc peut-être juste d'avoir vos avis à vous sur cet accès à la santé qui est actuellement possible ou rendu difficile, soit par les CFA, soit par rapport à l'observation que tu peux faire aussi, Robin, sur les autres types de logements. Merci. Pour ce qui a trait des CFA, c'est vrai que la santé a été un réel sujet hein, pour la protection juridique Caritas Suisse de Suisse romande. Moi, je me souviens déjà en 2019, je crois que toute l'année 2019, on a déposé énormément de recours sur le sujet et je crois qu'il y a eu plus d'une soixantaine d'arrêts de cassation, donc nous donnant raison par rapport à ça. Après, les années sont passées et le concept s'est amélioré. Hein. C'était plus une question de transmission d'informations, la problématique. Et maintenant, nous recevons toutes les informations, ce qui fait que nous, en tant que représentants juridiques d'un ou d'une requérante d'asile, nous recevons toutes les informations la concernant, tant si elle va à l'infirmerie du centre, enfin si elle l'accepte, il faut qu'elle donne son accord au préalable, bien évidemment, tant au niveau infirmerie du centre qu'au niveau des médecins, si elle est redirigée vers un médecin par la suite. Alors c'est vrai qu'il y a ce rapport de l'OFSP, moi aussi j'ai pas mal travaillé là-dessus par rapport au transfert des requérants d'asile, puisqu'effectivement un requérant peut être à Boudry et puis, comme je vous ai expliqué, être transféré à Valorbe et le suivi doit être perpétué à Valorbe. Et donc, son dossier doit être transmis de l'infirmerie de Boudry à l'infirmerie de Valorbe. En principe, moi, de ce que je vois, ça suit. Puisque nous recevons encore les informations, nous voyons qu'il y a encore des rendez-vous. Alors oui, il peut y avoir des couacs, peut-être aussi quand le requérant est attribué au canton par la suite pour la mise en place d'un nouveau suivi. Est-ce que le suivi doit être repris depuis le début? Où sont les documents pour continuer? C'est vraiment assez problématique, je dirais, dans la mesure où tout commence à Boudry, donc dans le canton de Neuchâtel, puis ensuite le requérant est attribué à Genève, et donc là, c'est une autre planification, c'est un autre système de santé, tout est cantonal, donc vraiment,
il peut y avoir justement des problématiques particulières mises en avant. Donc, c'est vrai que nous, en tant que mandataire, on essaye de contacter directement le requérant et le foyer pour savoir justement s'il y a un suivi qui est mis en place pour le faire valoir dans le cadre de sa procédure, mais pour qu'aussi lui puisse avoir accès à des soins minimum en tout cas. Robin, tu vas ajouter quelque chose? Je me sens pas vraiment compétent, Giada. Je suis désolé pour répondre à ces questions, mais je pense que Sophia y a déjà répondu de façon assez claire. Très bien. Bah, on arrive déjà gentiment à la fin de ce point presse migration. Donc, je vais peut-être donner la parole pour conclure à Lucas qui voulait donner quelques éléments pour les journalistes aussi pour essayer d'avoir quelques sources d'informations si besoin. Voilà, alors tout d'abord, au nom de Asile.ch Vivre Ensemble et du NCCR On the Move, je veux vous remercier beaucoup pour votre participation à ce deuxième point presse. Et donc, si vous voulez aller un peu plus loin, voilà, on va vous donner quelques donc, pistes de possibilités de contact. La première, c'est bien entendu Vivre Ensemble, que vous pouvez contacter à media@asile.ch ou si vous voulez contacter un ou une experte du NCCR On the Move, vous pouvez aussi contacter notre responsable de communication, Inka Sayed, qui peut vous diriger vers la personne compétente selon votre question. Si vous avez plus de questions pour Sophia Amazoug ou la représentation juridique de Caritas Suisse, vous pouvez les contacter à info@protectrum.ch ou pour Robin Stunzi, vous avez aussi son adresse qui est là.